Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Betty Riorello. Elle est psychologue clinicienne et thérapeute de couple. Elle exerce à Saulieu, en Côte d'Or. Son roman, c'est Sous les mains de Shiva. 597 pages. C'est important, mais on passe un bon moment. Bonjour Betty. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Oui, avec plaisir. Eh bien, en y réfléchissant, en fait, je m'aperçois que mon parcours me ressemble. Et c'était heureux. Il est fait à la fois de détours et puis de raccourcis aussi. En tout cas, il est marqué par un goût très précoce et très prononcé pour les chemins de traverse. C'est ce qui fait que j'ai toujours été animée par une quête de sens et par une passion profonde pour l'âme humaine et tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et je me suis donc cherchée, j'ai questionné beaucoup d'aspects et au fil d'expériences personnelles et professionnelles, eh bien j'ai identifié ce qui était ma vocation entre guillemets. Et à l'âge de 26 ans, j'ai donc pris la décision d'entamer des études de psychologie clinique parce que j'ai identifié que ce à quoi je me destinais et ce qui vibrait vraiment le plus avec ma vérité profonde, c'était d'être thérapeute. Donc je suis maintenant psychologue clinicienne depuis presque 20 ans. Voilà, et j'exerce depuis une petite dizaine d'années en exclusivement libéral, après avoir expérimenté aussi beaucoup de choses et d'accompagnement dans différents domaines tels que la dictologie, l'alcoolologie, l'insertion, voilà, dans le milieu associatif, institutionnel, etc. Et en parallèle à ça, ce qui est déjà bien sûr immensément riche et qui continue de m'émerveiller chaque jour, j'ai toujours considéré l'être humain dans sa globalité. Bon, ça peut paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça, et surtout au regard de ce qu'on peut au départ nous enseigner aussi. Donc j'ai toujours été sensible aux dimensions à la fois bien sûr psychologiques, mais aussi émotionnelles, spirituelles, énergétiques, corporelles de l'être humain. Ce qui fait que en parallèle à toute ma formation de clinicienne, je suis allée chercher, explorer aussi différents horizons et différentes techniques, différentes pratiques qui se sont rajoutées un petit peu à ma palette. J'aime bien l'idée aussi en tant que thérapeute, d'avoir un peu une palette comme un peintre, hein, et d'avoir un petit peu œuvré à un mélange de couleurs un peu singulier et personnel. Et dans cette palette, eh bien, il y a différentes influences telles que la morphopsychologie, à laquelle j'ai consacré en parallèle à mes études de psychologue 4 années d'études, mais également le tarot de Marseille, le Reiki, je suis maître Reiki, le chamanisme, la numérologie, l'astrologie et depuis quelques années le tantra. Voilà, et ce qui a été bien sûr en parallèle à tout ce parcours, mu encore une fois par une passion à l'égard de l'être humain, de la psyché et de tout ce qui se loge un petit peu au-delà des apparences, bien évidemment, je dirais ma meilleure amie depuis toujours, c'est la plume, l'écriture. Donc dès que j'ai été en mesure de tenir un stylo entre les mains, et de me rendre compte que je pouvais traduire ma vision du monde et mon imaginaire au travers des mots, eh bien j'ai écrit. Voilà, donc j'écris depuis que je suis enfant, et ça passait par des poèmes, des nouvelles, jusqu'à ces dernières années des livres, et je pense que j'écrirai toute ma vie parce que je ne conçois pas la vie sans l'écriture, parce que je me rends compte tant dans ma merveilleuse profession de thérapeute que dans mon activité aussi d'écrivain, et bien de la puissance des mots, de leur magie et de leur beauté, et de la façon dont on peut véritablement changer le monde et changer aussi le monde d'autrui grâce aux mots. Tout à fait. Et tu as écrit donc ce roman qui s'appelle Sous les mains de Shiva. 597 pages, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est l'histoire de deux couples. Hein. Il y en a un, on va dire, effectivement, ils vont se rencontrer. Et puis, il y en a un autre, effectivement, bon, ils vont faire un peu l'état des lieux de leur couple. Hein. Est-ce que je résume bien ? Tu résumes.
Tu résumes, oui. Vas-y, explique-nous, embarque-nous dans ton univers. Alors, mon roman, donc Sous les mains de Shiva, a été en fait, donc c'est une fiction, mais qui a été inspirée de mes anciens travaux de recherche lorsque j'étais en maîtrise de psychologie clinique et que j'avais consacré à l'époque à un sujet tout à fait inédit et pionnier en la matière, en l'occurrence l'étude entre guillemets des couples libertins. Parce que je me disais, la vie a fait que j'ai été amenée à rencontrer différentes personnes qui avaient cette approche-là de la vie et de l'amour, et ça m'a beaucoup questionnée parce que je me suis dit bon, au-delà de la fascination ou de la répulsion ou de ce qu'on peut peut-être au départ ressentir face à une telle démarche, ça convoque des questions absolument passionnantes et qui me semblent même vraiment ancestrales, voire universelles. Ça amène à questionner ce qui fonde un couple, ce qui fait couple. Qu'est-ce que justement le couple, le lien amoureux, et puis bien sûr ça questionne aussi la sexualité, toutes ces questions autour de la fidélité, de l'infidélité, etc. Donc ça m'a semblé être un sujet d'une immense richesse, et comme je te disais tout à l'heure, tant en tant que clinicienne qu'en tant qu'auteur, là j'ai trouvé vraiment matière en fait à pouvoir unir quelque part un petit peu mes deux violons d'Ingres, et voilà, ces deux faces un peu qui ont toujours fait vibrer et palpiter ma vie, en l'occurrence explorer l'âme humaine d'une part, et tout ce qui peut être en lien aussi avec la sexualité, qui m'a toujours semblé essentiel parce que c'est une voie pour moi sacrée d'accomplissement de soi et une voie spirituelle aussi, et donc aussi l'écriture, ce qui fait qu'à l'issue de ces travaux de recherche qui se sont avérés passionnants et merveilleusement accueillis aussi par ma directrice de recherche à l'époque, et puis les personnes qui m'ont accompagnée dans le cadre de ce travail passionnant, eh bien j'ai décidé d'en faire une fiction. Et donc j'y ai consacré de nombreuses années de ma vie. Et donc ce roman convoque énormément de choses. C'est une romance à connotation érotique, bien évidemment, puisque ça vient questionner, mais c'est presque prétexte finalement, le libertinage dans mon livre, même si je l'explore pleinement, parce que pour moi, il vient encore une fois en support, et il ouvre une porte en fait sur l'exploration de thématiques beaucoup plus vastes. Et donc c'est une romance à connotation érotique, bien que ce ne soit pas un roman érotique, parce qu'il ne se cantonne pas à cela. Et c'est aussi, je pense, il a cette ambition et cette envergure, un roman qui est philosophique, qui vient questionner vraiment aussi le sens de la vie, l'amour, la destinée, la manière aussi dont les expériences qui nous façonnent, les expériences qu'on peut avoir même dès les premières de nos jeunes années, dans la petite enfance, peuvent aussi conditionner quelque part les adultes que nous allons devenir, les amoureux potentiels que nous serons, et compris nos attirances, nos expériences, voire nos déviances futures. Voilà, donc il est empreint aussi bien sûr de toute cette psychologie très 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 présente, parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture et ce qui transparaît beaucoup dans mon roman Sous les mains de Shiva, c'est vraiment d'aller explorer en profondeur l'intériorité de mes personnages, d'aller vraiment sentir et faire sentir à mes lecteurs ce qui les a fabriqués, à quelle glaise ils ont été fabriqués, et comment en fait les événements extérieurs vont venir les faire vibrer, les interroger, les malmener, les faire évoluer, et de quelle manière aussi leur évolution intérieure va amener justement leur vie à prendre d'autres tournures et d'autres dimensions aussi.
Voilà, donc pour résumer, eh bien donc ce roman donc inspiré de mes travaux de recherche met en scène en effet, comme tu l'as très bien résumé tout à l'heure, deux couples. Donc un couple effectivement dont je décris au début du livre d'ailleurs la rencontre, et un couple en l'occurrence Lola et Marco, qui ils se connaissent tous les deux depuis 15 ans, ils sont mariés et voilà, suite à un événement dont je ne voudrais pas forcément révéler tous les tenants et aboutissants là pour maintenir un peu de mystère, mais voilà, vont être amenés eux aussi à explorer une autre forme de sexualité et à donner une autre tournure finalement à leur relation. Et voilà, j'invite le lecteur à découvrir et de l'intérieur et de l'extérieur la manière dont ces deux couples vont danser ensemble, mais vont danser l'un et l'autre avec justement tout ce qui fait leur personnalité, leurs fantasmes, mais aussi leurs blessures, leurs idéaux, voilà, leur essence. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as eu du mal à te détacher de ces personnages une fois que tu avais fini le roman, ou est-ce qu'ils te hantaient encore quelque part? Ben, c'est une jolie question. En fait, je pense qu'en tant qu'écrivain, et surtout quand on a un rapport avec ces personnages comme je pense comme ce que je pense être le mien, on oscille, je pense, entre des phases d'attachement, de détachement. Enfin, c'est quelque chose de très complexe, de très subtil. Alors, je pense qu'à un moment donné, évidemment qu'on aime ces personnages. En tout cas, moi, je n'imagine pas ne pas aimer mes personnages, quels qu'ils soient. Donc, il y a évidemment un lien très fort. Et en même temps, je pense que ce qui participe du processus même d'écriture, c'est aussi de passer au-delà, d'être dans une forme de détachement qui fait qu'à un moment donné, et d'ailleurs véritablement c'est ce qui se passe et ça c'est magique, et ben ce sont les personnages en fait qui prennent vie et qui viennent prendre la main finalement de leur auteur pour cheminer de leur propre chef, si je puis dire, et emmener d'ailleurs l'auteur à des endroits évidemment qu'il n'avait pas au départ soupçonné. Et je pense que c'est ça en même temps toute la magie du processus d'écriture. Alors mes personnages, ils m'ont accompagné pendant, comme je te le disais tout à l'heure, une dizaine d'années. Donc évidemment qu'ils font partie de moi, ils font partie de ma vie. Mais quand j'ai publié mon livre, et quand surtout, eh bien voilà, il a été lu, il a été réinventé quelque part par mes lecteurs, parce que quand on lit un livre, eh bien on le réinvente, on se l'approprie. Donc il n'appartient plus d'une part à celui qui l'a écrit, et du fait même de ce détachement-là, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mes personnages sont, bien que faisant partie de moi, ils sont indépendants de moi. Donc je me suis dans une certaine mesure, oui bien sûr, détachée d'eux. C'est la raison pour laquelle je continue d'écrire et que j'écris d'autres romans et voilà. Mais c'est une histoire d'amour. Bien sûr, c'est une histoire d'amour, je crois. Alors, on va rentrer dans l'immersion de l'interview. On va essayer de savoir un petit peu comment tu écris, dans quelle ambiance. Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que quelque part tu écris d'abord sur papier libre, et après à l'ordinateur? Comment ça se passe? Raconte-nous. Eh bien, alors au départ, il y a quelques années, j'écrivais en musique. Voilà, à la limite même, je crois que je ne concevais pas écrire sans musique. Et ben là, depuis quelque temps, ça a complètement changé. J'ai besoin du silence, et vraiment du silence absolu en fait, si ce n'est ponctué par le chant des oiseaux, qui ne me dérange aucunement, bien au contraire, pour écrire. Voilà, donc je dirais aujourd'hui vraiment c'est plutôt dans le silence. Alors, même si je trouve l'acte d'écrire, c'est-à-dire vraiment manuscrit, le stylo, la feuille, extrêmement beau, extrêmement sensuel, et que j'y suis attachée au regard de tout ce que ça symbolise, moi je te dirais que j'écris directement sur l'ordinateur pour plusieurs raisons. Parce que je m'aperçois d'une part que le fait d'écrire sur l'ordinateur me permet de travailler à la fois et de façon simultanée la forme et le fond.
et ça me permet de progresser vraiment dans mon processus d'écriture. C'est-à-dire, en mettant en forme aussi ma phrase ou mon paragraphe, eh bien, je vais encore davantage travailler le fond. Ce qui ne serait pas aussi lisible et accessible pour moi sur papier. Et puis ensuite, je choisis l'ordinateur parce que il y a des moments où les idées fusent tellement vite que j'aurais l'impression que ma main ne va pas assez vite. Et que, ou alors si elle allait assez vite, peut-être qu'après je n'arriverai pas à me relire. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi et du coup plus accessible et efficace, voilà, de travailler directement donc sur l'ordinateur. Voilà. Alors, je pourrais pas te dire s'il y a des moments particuliers propices en fait à l'écriture. C'est vrai qu'il y a certains moments, je m'aperçois que le matin tôt ça m'inspirait davantage, mais à contrario, à certains moments, je vais plutôt écrire l'après-midi ou même me réveiller la nuit parce que tout d'un coup une idée va surgir ou qu'un chapitre, même parfois des chapitres entiers, se déroulent dans ma tête. Donc évidemment là je me lève et j'ouvre rapidement mon ordinateur. Voilà, mais je dirais j'essaie d'écrire le plus régulièrement possible, mais surtout quand l'envie est là. Quand l'envie est là. Bien que il faille aussi s'astreindre à l'écriture, c'est une forme de discipline, c'est tellement important ça, bien sûr, quand a priori l'envie n'est pas là et qu'elle peut venir quand on s'astreint à cette discipline. Mais j'essaie d'écrire quand je sens que quelque chose en moi est disponible à ça. Alors, est-ce qu'il y a un album de musique qui t'a jamais quitté, qui t'a suivi de déménagement en déménagement, d'appartement en appartement, de maison en maison? Quel est l'album de musique qui t'a marqué? L'album, donc il faut que j'en choisisse uniquement un. Oui. C'est très compliqué ça. Écoute, celui qui me vient là, mais peut-être que tu vois, si je te répondais demain ou dans quelques heures, j'aurais une autre réponse. Mais voilà, ce qui me vient là, c'est Leonard Cohen. Voilà. Alors, j'ai pas le titre de son album en tête, mais il y a quelque chose dans la voix de ce chanteur, dans son univers, qui me transcende en fait, qui me touche, qui me bouleverse et qui me transcende, qui m'a toujours, il m'accompagne depuis des années, mais il y en a tellement d'autres. Alors justement, tu vas pouvoir user de ta mémoire parce que je vais te poser maintenant une question concernant les films. Oui. Quels sont les 3 films qui t'ont marqué et raconte-nous pourquoi. Ah super, j'adore ces questions-là. Bon, les 3 qui me viennent là, Danse avec les loups de Kevin Costner, Le Prince des Marais. Qui a été réalisé et elle joue dedans. C'est le cas d'ailleurs de Kevin Costner aussi dans Danse avec les loups. Le Prince des Marais donc avec Barbara Streisand et La Belle Histoire de Claude Lelouch. Ces 3 films-là, font partie vraiment ça a été pour moi 3 films fondateurs, qui ont tellement fait écho avec mon être profond. Alors Danse avec les loups, je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. De Kevin Costner avec Kevin Costner. Ouais, il est beau, mais il est un petit peu dur aussi ce film. Mais oui, alors bien sûr. Est-ce qu'on aime des films que parce que, s'ils ne sont, uniquement parce qu'ils sont beaux, évidemment que la beauté est essentielle, mais peut-être que la dureté fait partie de la beauté aussi. En tout cas, en l'occurrence, dans ce film-là, il est terrible dans le sens où il montre très clairement de quelle manière, l'extinction des Amérindiens et la manière dont ce peuple pourtant magnifique a été non seulement méconnu, mais détruit. Mais je pense que c'est un hymne au-delà, quelque part même de ce débat-là et de cette dureté terrible. C'est un hymne à la vie, un hymne à l'amour, un hymne à la nature, un hymne à ce que les Amérindiens nomment le grand esprit. C'est-à-dire la vraie vie, la réalité en fait, qui est la nôtre, mais que bien souvent on ne voit pas. La Danse avec les loups, moi, ça a été un bouleversement total. Ça a été vraiment fondateur pour moi. Le Prince des Marais, c'est une adaptation cinématographique de Barbara Streisand d'un roman de Pat Conroy qui porte le même nom, Le Prince des Marais.
Je pense que c'est ce film d'ailleurs qui m'a donné l'envie de devenir psychologue et thérapeute. Je l'ai vu en 92 et il y a quelque chose de tu vois que j'arrive même pas à décrire ce qui s'est passé en moi quand je l'ai vu. C'est l'histoire en fait. On rentre en fait quelque part dans l'intimité d'une famille et de tout le drame d'une famille. Le pathos même d'une famille induit par les parents sur une fratrie de 3 enfants et en fait donc au départ c'est le livre commence où l'un des 3 enfants donc la fille va tenter d'attenter à sa vie. Elle va être donc bien sûr sauvée et prise en charge par une psychiatre et qui va chercher, puisque celle-ci a totalement occulté en fait tous ses souvenirs et toute sa souffrance. Elle va donc tenter par le biais de son frère qui s'appelle Tom, d'avoir accès en fait aux informations nécessaires qui vont lui permettre de pouvoir accompagner sa patiente et surtout la sauver. Et une relation d'amour, un lien d'amour va naître entre donc cette psychiatre et puis cet homme. Et c'est une histoire qui est bouleversante. Tu vois, en t'en parlant, j'en ai encore des frissons à la chair de poule parce que ça montre à la fois d'une manière extrêmement subtile toute la beauté, toute la finesse, toute la profondeur, toute la dimension résiliente justement d'un processus thérapeutique quand il est mené avec amour et sans déroger en fait à l'essentiel. Et puis il montre aussi toute la force de résilience d'un être, d'une famille, d'une fratrie, toute la manière finalement dont en dépit de la tragédie, finalement l'amour peut tout transcender et tout sinon réparer, en tout cas tout sublimer, oui, sublimer, en tout cas en donnant un sens à ce qui au départ n'en avait pas et qui n'était que de l'ordre du choc et du drame. Voilà, Le Prince des Marais, c'est une merveille. Et puis la belle histoire, c'est très dur d'expliquer, de résumer la belle histoire. C'est Claude Lelouch, je sais pas si tu connais, mais bon. Ah oui, Claude Lelouch, bien sûr, oui. Voilà, avec toute son originalité, son approche très particulière. Mais ce que j'adore dans la belle histoire, c'est qu'il vient explorer, convoquer une question aussi, une thématique qui m'est très chère, c'est les vies antérieures, la réincarnation. Donc de quelle manière, en fait, et pourquoi, certaines personnes vont sous des traits différents, bien sûr, et pour des raisons différentes, mais se retrouver de vie en vie. Et jusqu'à ce qu'elles comprennent, qu'elles identifient pour quelles raisons elles se retrouvent et qu'elles arrivent à résoudre quelque part l'énigme de cette rencontre. Voilà, puis c'est original, c'est sensible, c'est plein d'émotions, c'est drôle. Voilà, puis c'est servi par des acteurs formidables. La belle histoire, c'est un grand film aussi. Alors, est-ce qu'il y a un objet ou un accessoire qui ne te quitte jamais? Les bougies. Voilà, l'une des premières choses que je fais le matin, c'est allumer une bougie. Voilà, il y a toujours des bougies chez moi, mais dans mon cabinet aussi. Les bougies, pour moi, c'est essentiel. Je pense à des pierres aussi, certaines pierres qui me sont chères, que je porte, par exemple, ou que je vais régulièrement regarder ou toucher. La beauté et le pouvoir très 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 étonnant et très puissant des pierres aussi. Voilà ce qui me vient un petit peu en tête à ta question. Et puis bien sûr mon stylo. Ah ben oui, le stylo. Pour moi la symbolique du stylo c'est incontournable et important. Tu as quoi comme stylo? C'est un stylo où tu as mis une certaine somme d'argent importante dessus. On te l'a offert ce stylo. Quelle est son histoire? Alors, mon stylo, non, je me le suis offert. C'était pour un anniversaire, mais il y a vraiment quelques années. Il est pas forcément une somme très importante, mais c'est un beau stylo en écaille avec des couleurs que j'aime beaucoup, corail, violet, noir.
il est très très élégant, assez large. J'aime bien la sensation en fait du stylo dans la main. Et puis c'est un stylo bille parce qu'au départ j'aimais beaucoup le stylo à plume, mais finalement pour écrire c'est pas du tout ce qui me semble le plus simple. Donc voilà, je l'ai choisi à bille il m'accompagne au quotidien parce que de toute façon j'écris tous les jours. Si c'est pas sur mon livre, là par contre, voilà, c'est des idées ou des choses des fois des phrases, n'importe quoi. Oui, mon stylo, bien sûr, il est important. Le stylo. Alors, raconte-nous une journée type de travail, si tu en as une d'ailleurs, et comment elle se décompose cette journée de type de travail. Le matin, par exemple, est-ce que tu te couches tard, tu te lèves tôt, comment ça se passe? Alors, moi j'ai un peu de mal avec cette notion de journée type, parce que je pars du principe que, et c'est heureux d'ailleurs, que les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Cela dit, bien sûr, on a tous des rituels et je n'y échappe pas, et c'est important aussi parce que ça balise un petit peu, ça jalonne notre vie. Alors, là aussi, je dirais qu'en termes de rythme de vie, les choses ont changé. Avant, je me couchais tard et je me levais tard. Maintenant, c'est plus le contraire. J'aurais plus tendance à me coucher tôt parce que je sens l'appel de Morphée plus tôt qu'avant. Mais de fait, je me lève plus tôt aussi et je pense que maintenant, c'est un rythme qui me convient bien. Alors, journée type de travail, tu sais, comme justement, j'ai certaines journées qui sont dévolues à mon activité de thérapeute et d'autres plus à l'écriture. Ce sont des journées, évidemment, qui vont être un petit peu ponctuées différemment. Mais je sais pas quoi te dire. Il y a des incontournables, bien sûr. Allumer ma bougie, prendre un temps pour regarder à la fenêtre, écouter les oiseaux, respirer l'air. Si j'ai le temps et j'essaie de m'organiser en conséquence, faire toujours au moins 10 à 15 minutes de gym tous les jours. Et puis, je n'arrive pas à m'en passer, donc j'ai, renoncé à l'idée, mon café du matin, voilà. Mais en dehors de ça, pas vraiment de journée type. J'aime bien aussi l'idée d'être surprise de cette dimension un peu inattendue, que chaque journée, quand on est un petit peu réceptif, peut nous proposer aussi de vivre. Alors là, je vais te poser une question qui va te surprendre, justement. Tu nous as parlé du tarot de Marseille tout à l'heure. Quelle est la carte, quelle est la lame, effectivement, qui te représente le mieux dans le tarot de Marseille? L'étoile. L'étoile, d'accord, ok. Sans hésitation, l'étoile, oui. Je suis née à 17 d'ailleurs, donc c'est le nombre de l'étoile. Mais oui, l'étoile, clairement, sans hésitation. Donc tu connais le tarot, toi, puisque je connais le tarot de Marseille, je connais l'oracle G, je connais l'oracle de Béline. Parfait, très bien, super. On aura l'occasion hors antenne de parler de cela, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, oui. Donc oui, l'étoile, sans hésitation. Comment tu te projettes dans un an, Betty? Alors, tu vois, moi je serais heureuse que dans un an, on soit de nouveau en train de parler sur ton antenne au sujet de mon nouveau livre, par exemple, tu vois, deuxième roman que je suis en train de terminer, là. Comment je me vois dans un an? J'aimerais aussi, à titre personnel, approfondir encore davantage et cheminer encore davantage, ce qui est mon but, notamment cette année, dans ma pratique chamanique et ma pratique du tantra. Au niveau professionnel, continuer, à accueillir toutes les personnes qui se présenteront à moi et dans le cadre de thérapie, mais aussi dans le cadre de stage. Moi, j'ai le but. Alors, je ne sais pas si je l'aurai réalisé dans un an, mais en tout cas, je sais que ça sera le cas dans les prochaines années. De monter une yourte en fait à l'endroit où je vis et d'y organiser des stages sur la base un petit peu de tout ce que je pratique en parallèle de la psychothérapie, à savoir justement initiation au tarot de Marseille, chamanisme, des groupes de parole pour les femmes, pour les couples, etc. Voilà, donc ça, si dans un an ça commençait déjà à se matérialiser, ce serait formidable.
Mais voilà, dans un an, mettre le point final à mon deuxième roman et puis continuer à accueillir, à accompagner au mieux les personnes qui viennent à moi et qui font appel à moi. Ce sera déjà pas mal. En tout cas, ce sera avec plaisir que je te recevrai pour ce nouveau roman et puis pour tes activités. Je voulais te poser une question également concernant la fabrication du livre un petit peu, parce que c'est vrai que tu l'as pris à bras de corps, ce livre, quelque part. Oui, ah oui, ça, c'est ce on peut dire ça, oui, tout à fait. Absolument. Tu peux nous raconter en quelques mots, effectivement, un petit peu ce que ça t'a coûté, ce que l'énergie que tu y as mis, et aujourd'hui, peut-être que tu aurais envie qu'un éditeur reprenne le relais, quoi. Ah oui, c'est certain. Alors quand tu parles en termes de coûts, tu parles matériellement en fait. Matériellement, oui, et puis financièrement aussi. Bon, c'est intéressant, ça donne une indication pour ceux qui nous écoutent, quoi. Matériellement, c'est financièrement. Oui, oui. Je vais être sûre de comprendre ta question en fait, parce que oui, tout à fait. Combien t'a coûté le roman et puis aujourd'hui, quel temps t'y as mis, quoi? À l'écriture? Oui, à l'écriture, oui. Alors, j'ai consacré 10 années de travail à mon premier roman. Alors 10 années au cours desquelles j'ai pas travaillé tous les jours, loin s'en faut. Il y a eu des périodes même assez longues, durant lesquelles, pour tout un tas de raisons, je n'ai pas écrit à proprement parler sur mon roman, mais voilà, il a été présent durant 10 années de ma vie. Donc, on peut imaginer à ce titre-là, rien qu'à ce titre-là, toute l'implication affective, émotionnelle, énergétique, physique aussi, parce que en fait, il faut être en forme pour écrire, parce que des heures et des heures à rester assis. L'air de rien, ça demande aussi un sacré entraînement. Donc évidemment que j'ai mis beaucoup dans l'élaboration et la création de ce livre, mais en même temps, il me l'a rendu au centuple, au regard des moments de je sais même pas quel mot utiliser, enfin des moments d'émotion telle, des moments même parfois extatiques, que si c'était à refaire, je le referais, bien évidemment. Mais en y consacrant moins de temps quand même. Et alors concrètement, comme je t'avais dit, j'avais eu quand je l'ai présenté aux éditeurs, des propositions, mais qui ne me semblaient pas, que j'ai déclinées, qui ne me semblaient pas intéressantes. Ce qui fait que en fin 2019, début 2020, j'ai décidé donc d'auto-publier mon roman. Et j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas vraiment de fonds, et je savais pas du tout en même temps quel allait être le coût finalement d'une telle entreprise. Maintenant, je suis un peu plus au fait avec tout ça. Donc, j'ai sollicité spontanément mon entourage. En fait, j'ai envoyé un mail, une forme d'appel à mécénat entre guillemets, en expliquant, voilà, à mes amis, puis à un entourage un petit peu plus élargi aussi, quel était mon projet, de quoi parlait mon livre, et j'ai demandé à qui le souhaitait, de m'aider à financer donc l'autopublication de mon roman. Et j'ai reçu énormément d'encouragement, et puis aussi de soutien financier. Ça a été vraiment merveilleux. J'ai une gratitude infinie pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et donc après j'ai pu financer donc en m'adressant aux éditions Librinova la publication de mon livre. Mais alors j'ai pris vraiment j'ai choisi une option complète que je ne choisirais plus aujourd'hui maintenant, parce que il y a plein de choses sur lesquelles je suis devenue totalement autonome et que je ferai par moi-même maintenant. Mais je dirais qu'en tout ça m'a coûté pas loin un peu plus de 2000 €, entre 2000 et 2500, en comptant les rééditions aussi, quand je rachète des exemplaires de mon livre, etc. Entre 2000 et 2500, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Tout à fait. Au niveau de ma dernière question, ça va être effectivement comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Betty? Écoute, moi je te trouve très à l'écoute.
tes questions sont très très larges. Hein. Je trouve que tu ratisses large, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à la fois tu vas questionner un petit peu la personne sur ce qui la fonde, hein, son parcours, et puis en même temps, d'une manière plus pratico-pratique sur ce qui la façon dont elle fonctionne, dont elle exerce, dont elle travaille, dont elle aborde son activité. Donc je trouve que c'est assez vaste, et puis surtout, ce à quoi je suis très sensible, c'est que tu m'as vraiment pleinement laissé la parole, tu m'as laissé dérouler mes idées, m'exprimer, et puis en rebondissant avec humour et pertinence sur ce que je pouvais dire. Donc je te remercie de cette écoute aussi. Alors comment on je t'encourage à poursuivre. Oui, tout à fait. Et comment on peut continuer à discuter avec toi après avoir écouté cette interview et qu'on a envie de rentrer en contact avec toi? On peut le faire sur les réseaux sociaux. De quelle manière? Raconte-nous un peu. Oui, alors en ce qui concerne mon livre, et j'espère que ça va donner à tes auditeurs l'envie de le lire, parce qu'il est vraiment passionnant, et beaucoup de lecteurs, sans me vanter, m'ont fait des retours magnifiques de lecture. Donc mon livre est disponible en ligne sur à peu près toutes les plateformes qui existent, Cultura, la Fnac, Amazon, les librairies en ligne. Il peut être commandé aussi auprès de libraires. Dès lors que et c'est la plupart, c'est le cas de la plupart d'entre eux, ils sont reliés au réseau d'Illicom, donc possibilité de commander en ligne. Donc voilà, mon livre disponible à peu près partout, et bien sûr auprès des éditions Librinova, évidemment. Et puis j'ai une page aussi sur Facebook qui est dédiée en fait à mon livre, donc sur laquelle, c'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas beaucoup publié dessus, mais sur laquelle j'ai régulièrement publié des extraits de mon livre, et on peut directement aussi sur cette page, donc c'est Sous les mains de Shiva. Il suffit de taper le titre en fait de mon livre, même sur Facebook, ou mon nom, et puis j'ai pas l'adresse exacte en tête, mais elle est tout à fait accessible. Et on peut acheter aussi mon livre sur la page Facebook dédiée, donc Sous les mains de Shiva, qui porte le nom de mon roman. Et puis sur cette page, bien sûr, il y a des personnes déjà qui l'ont fait, qui m'ont envoyé des messages en me posant des questions sur mon roman, ou en me faisant des retours spontanés aussi de leur lecture. Ce qui est toujours très enrichissant pour un auteur, bien sûr, de savoir de quelle manière ce qu'il a écrit a résonné, a été perçu, a touché l'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'on écrit avant tout. C'est pour toucher les autres, pour être lu. Je crois qu'on écrit pour être lu. On écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et moi, c'est mon cas. J'écris parce que je suis pétrie de mots, je déborde de mots. Mais en même temps, on écrit bien sûr pour être lu, pour partager quelque chose de sa vision, et surtout pour émouvoir l'autre. Voilà. Donc moi, je serais très heureuse, bien évidemment, que des personnes aient envie d'en savoir plus. Et puis je pense que sur Google, en tapant simplement mon prénom et mon nom, il y a différents liens, donc qui donnent accès à d'autres interviews que j'ai eues, à ma page auteur sur le site Librinova aussi, donc où ma biographie est accessible, les commentaires des lecteurs aussi, etc. Et puis je suis sur Facebook aussi, voilà. Mais c'est le seul réseau social sur lequel je suis, parce que je suis pas très réseaux sociaux, et Facebook, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut vraiment partager, échanger avec plein de personnes différentes, et d'une manière qui me semble encore jusqu'à aujourd'hui très très conviviale et très bienveillante. Ça, tout à fait. important. Alors, je vais refermer effectivement cette interview. Comment on referme un livre, tout simplement. Et je vais vous inviter, vous qui êtes derrière, effectivement, avec votre fidélité et votre écoute, à pouvoir mettre sur iTunes donc les 5 étoiles par rapport au podcast, parce que ça aide beaucoup le podcast à pouvoir le faire connaître.
Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce et des commentaires, c'est important. Et puis partout sur les plateformes, n'hésitez pas à mettre effectivement ce qu'il faut pour que le podcast grandisse. C'était Les Experts avec Betty Iorello. Et on a passé un très bon moment. Ma voix effectivement est un petit peu plus faible que d'habitude, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous ayez bien écouté effectivement ce qu'elle avait à vous dire. Et cette petite histoire effectivement restera dans votre tête. Merci Betty. Avec plaisir.